On a besoin de logements, on manque de logements dans les grandes villes. Mais comment produire plus et mieux des logements qui soient bas carbone, des logements qui soient économiquement abordables? Quels sont les défis du Grand Paris? Figaro Immo, c'est parti. Deux invités sur le plateau de Figaro Immo qu'on est très heureux de recevoir aujourd'hui pour parler de production de logements et notamment dans le Grand Paris. Stéphane Defaille, bonjour. Bonjour. Stéphane Defaille, directeur général de Grand Paris Aménagement. Céline Beaujolin, bonjour. Bonjour. Céline, déléguée générale de l'association Filière hors site. Et on va parler de tout ça. Mais peut-être en introduction à tous les deux, vous qui avez beaucoup écrit sur le logement, œuvré en faveur du logement, et vous, Céline, qui avez dirigé la Fédération Habitat et Humanisme, en quoi le logement est-il un enjeu de société? Céline. Habitat et Humanisme loge les plus démunis, ceux qui ont du mal à accéder au logement. Donc, c'est des publics qui ont des profils assez variés, des problématiques psychologiques, des problématiques aussi d'accès, parce qu'il y a tout un cheminement que, par exemple, quand on vient de l'étranger, c'est un peu plus compliqué, ou des femmes qui partent avec leurs enfants sous le bras. C'est à peu près ça, la population qui, aujourd'hui, a le plus de mal à se loger et qu'Habitat et Humanisme loge. Mais pour ça, il faut qu'il y ait du logement. Eh oui, on en manque. On manque de logements. On en manque à certains endroits. C'est-à-dire qu'il y a un souci d'adéquation offre-demande, ce qui pose la question derrière d'une stratégie long terme sur à quel endroit on construit. En tout état de cause, en Ile-de-France, on en manque dans des endroits très précis pour des publics très précis. Loger durablement, bien loger aussi, Stéphane, l'enjeu du logement. L'enjeu du logement, en fait, c'est l'enjeu de toute une vie. On ne peut pas travailler sans logement, on ne peut pas grandir, s'épanouir, fonder une famille. En fait, vivre toutes les étapes de sa vie, c'est une nécessité absolue pour toutes et tous. Et c'est pour ça que c'est vraiment un enjeu de société primaire. En fait, tant que tout va bien, on ne se rend même pas compte qu'on en a besoin. Mais dès qu'il fait défaut, dès qu'on a du mal à y accéder, là, c'est la catastrophe. Et ce sont des vies entières qui se délitent. Et c'est pour ça que avoir une bonne offre de logement en adéquation avec les besoins, ça c'est un vrai enjeu, c'est un vrai enjeu de société aujourd'hui. Alors, avoir des logements, notamment en Ile-de-France, on pense aussi bien sûr au Grand Paris. Où en est-on aujourd'hui en matière de logement? On entendait pendant longtemps qu'il fallait une production de 70 000 logements par an en Ile-de-France. Où en est-on? On est à la traîne? Alors, oui et non. Quand on regarde la loi du Grand Paris de juin 2010, c'est cette loi qui a fixé cet objectif de 70 000 logements. À l'époque, on était à peu près à 45 000 logements par an. Oui. C'est-à-dire à peu près ce qu'on produit cette année. Une année de crise. Mais en 2018, en 2019, en 2021, 2020 est une année un peu particulière, on a atteint ces 70 000 logements. Alors, après, ce 70 000 logements, c'est une référence. La réalité de l'Île-de-France, c'est une région où la démographie est dynamique. Il y a encore beaucoup de naissances en Île-de-France. Le sol naturel est dynamique, même si, et ça sera sans doute une question pour dans 2, 3, 5 ans, la natalité est en train de s'effondrer devant nos yeux et qu'on ne sait pas trop ce que ça va donner demain. Mais aujourd'hui, il y a clairement un besoin de logement important, une offre qui est là, sauf depuis juillet 2022. Puisque juillet 2022, qu'est-ce qui s'est passé? C'est très simple. Crise ukrainienne, les taux d'intérêt de la Banque centrale remontent en flèche, affectent directement le pouvoir d'achat immobilier des Françaises et des Français, puisque on emprunte dans la plupart des cas pour acheter. Et tout à coup, c'est une machine qui s'est mise à l'arrêt. Et ce qui est intéressant de regarder, c'est que finalement, cette machine, elle s'est mise à l'arrêt. Oui, d'accord, on a une impulsion très forte. Mais les taux d'intérêt en juillet 2022, finalement, ils ne sont pas très éloignés des taux d'intérêt qu'il y avait en 2014. Donc, en fait, la brutalité de cette hausse des taux a été un premier facteur, mais elle est révélatrice aussi d'un système du logement qui est malade. Donc, on est arrivé au bout d'un système. Oui. C'est ça, vous pensez d'où, et on va l'évoquer, construire aussi durablement avec de nouveaux modèles. On vit une véritable révolution, que ce soit sur l'immobilier bas carbone ou les nouveaux usages. Mais qu'est-ce que vous diriez, Stéphane, en observant la carte, en tout cas francilienne,
où est-ce que l'on manque surtout du logement? On n'a pas véritablement de données dans le domaine. Alors, des données, il y en a. Je citerai ne serait-ce que l'Institut Paris Région, qui est un fantastique pourvoyeur de données. Pas en temps réel, mais bon. Pas en temps réel, tout à fait. On a toujours 6 mois, un an d'écart. Mais on voit qu'aujourd'hui, on a grosso modo des départements qui ont une croissance de population forte. La Seine-Saint-Denis, l'Est du Val d'Oise, par exemple. De façon générale, la Petite Couronne a connu une croissance forte, tandis que Paris perd des habitants depuis déjà plusieurs années. Et en Grande Couronne, on a des situations qui sont extrêmement contrastées suivant les pôles urbains. La Grande Couronne a été un des lieux qui a bénéficié quelque part de ce désir de verre, d'espace post-Covid. Alors, il faut produire des logements à la fois écologiquement responsables, socialement inclusifs, économiquement abordables. Ça, c'est un énorme défi. Et vous lancez, à Grand Paris Aménagement, le Challenge 50. Qu'est-ce que c'est? Alors, Challenge 50, c'est nous dire, aujourd'hui, on est dans une impasse. Comment est-ce que, collectivement, on sort de cette impasse? Cette impasse, c'est qu'aujourd'hui, on construit trop cher. Donc, on n'arrive pas à intégrer les enjeux écologiques. Et je vais en citer juste un des enjeux écologiques. Comment est-ce que demain, en 2050, lorsque nous aurons 10 fois plus de jours de canicule qu'aujourd'hui, celles et ceux qui habitent les logements que nous produisons aujourd'hui arriveront à se sentir ne serait-ce que bien ou ne soient pas en danger. Donc aujourd'hui, nous n'arrivons pas à nouer l'équation économico-environnementale du logement. Et quand on regarde très froidement le pourquoi des choses, alors il y a beaucoup de raisons, mais il y en a une qui saute aux yeux, c'est que les acteurs du logement sont des acteurs très fragmentés. Pour faire un immeuble de logement, il faut une quinzaine d'acteurs différents qui se parlent, mais qui sont presque en concurrence les uns avec les autres. Et le Challenge 50, ce que nous avons voulu mettre comme défi, c'est de dire comment est-ce qu'on augmente de 2 fois le pouvoir d'achat des ménages, ou le pouvoir de louer, tout en construisant mieux, c'est-à-dire tout en répondant aux défis d'aujourd'hui. Et avec une demande, c'est parlez-vous. Parlez-vous, acteurs de toute la chaîne de valeur. Et nous avons, la semaine dernière au MIPIM, donné les résultats de ce Challenge 50. Moi, quand j'ai lu tous les dossiers, j'avais un mot à la bouche, c'était réjouissant. Donc c'était au départ une carte blanche aussi, ouverte. Totalement. Oui. Une carte blanche. Nous ne savions pas d'ailleurs si nous aurions des réponses. Et en fait, les acteurs, quand ils se mettent ensemble, ont des solutions. Alors bien évidemment, toutes ces solutions, il va falloir les expérimenter, les tester, les amener à l'échelle, sachant qu'il y a des enjeux dans la construction, comment on construit, il y a des enjeux dans les montages juridiques et financiers, comment est-ce qu'on accède au financement, et avec des outils très puissants qui existent, le bail réel solidaire, le PSLA, pardon du jargon technique, c'est aussi une des difficultés du logement, c'est que c'est un domaine extrêmement technique, même s'il touche la vie de tout le monde. Comment est-ce qu'aussi on augmente l'intensité des usages des espaces qui ne sont pas utilisés en permanence. Bref, c'est en jouant sur tous ces leviers qu'on pourra faire 2 fois mieux en accessibilité, 2 fois mieux, pas avec un coup de baguette magique, ça je n'y crois pas un instant, mais par une somme de petites actions qui, toutes mises ensemble, vont permettre de renverser la table. Et parmi ces actions, il y a le hors-site. Alors Céline, produire mieux, peut-être plus vite, peut-être moins cher. Le hors-site, tout d'abord, mode d'emploi. Qu'est-ce que c'est que le hors-site? Alors de quoi parle-t-on? En fait, l'idée, c'est que vous allez construire en usine un certain nombre d'éléments que vous allez assembler sur chantier. Donc on parle d'industrialisation, c'est ça l'objectif. Alors ça peut être du poteau-poutre, ce qu'on appelle du 1D, donc on voit bien l'image. Ça peut être aussi des façades, des planchers préfabriqués, et puis ça peut être du modulaire, ça peut être aussi une salle de bain préfabriquée que vous venez mettre au même rythme que vous montez les étages ou des gaines, un certain nombre de choses. C'est tout ce qui va permettre de travailler des éléments de qualité en usine, parce que c'est ça que vous cherchez au travers de l'industrialisation, c'est de la qualité. Ce que vous travaillez au millimètre en usine, vous allez travailler plutôt au centimètre sur chantier où c'est de l'ajustement. Donc ça va permettre d'aller chercher de la qualité. Vous allez aussi chercher du délai, puisque vous pouvez travailler en parallèle les éléments de fabrication en usine
et les études et un certain nombre d'éléments. Et de fait, on observe aujourd'hui que vous gagnez entre 30 et 50% de délai de chantier. Et ça, c'est important. La phase étude est intense. Elle est même peut-être un peu plus intense, mais parce que vous allez au bout des choses dans cette phase d'étude. Mais à l'inverse, sur la partie chantier, vous gagnez du temps. Voilà, c'est ça le principe. Donc, c'est la préfabrication. On réduit les délais de construction. Il y a moins de rotation de camions, il y a moins de poussière, il y a moins de bruit. Donc même pour les riverains, il y a une acceptabilité. On sait que c'est fondamental déjà. Alors c'est une acceptabilité effectivement, puisque si je vous dis 30 à 50% de gain de délai, en revanche en termes de nuisance, toute la partie extrêmement bruyante, le gros œuvre disparaît. Donc de fait vous avez un effet acceptabilité et nuisance qui est majeur. Et ce qui dit aussi, c'est que le hors-site, c'est une manière de refaire la ville sur la ville. On n'est pas sur les grands quartiers d'habitats sociaux des années 60, on va tracer au linéaire. Ouais. Là on est sur comment est-ce qu'on arrive à intervenir dans une dent creuse, comment est-ce qu'on densifie, comment est-ce que vous transformez petit à petit la ville, comment vous vous ajustez. On parlait de Paris et de ses évolutions et de ses flux. Pour les écoles, ça dit aussi des volumes qui évoluent. Donc comment est-ce que vous travaillez ça au travers du hors-site, qui est une approche qui est beaucoup plus souple en fait, puisqu'elle permet à la fois de la réversibilité, mais aussi de l'évolution avec le temps des usages. Mais qui doit être en circuit court, essentiellement, localement aussi. Et puis pour les matériaux, dites-nous quelques mots aussi sur les matériaux utilisés. Oui, ce qu'on en dit, c'est que tout l'intérêt du hors-site, c'est aussi de développer des filières locales et de développer de l'emploi. Enfin, là, il y a vraiment une notion aussi de souveraineté, hein, disons-le complètement, mais de se dire qu'il faut que ça profite à l'économie générale des territoires. Bon, et donc, on part du matériau. Alors, on n'a pas parlé des matériaux biosourcés ou géosourcés, mais il est clair que ce que vous allez pouvoir fabriquer en usine, vous aurez plus de mal à intégrer du chanvre ou des éléments particuliers qui ne s'adaptent pas à un chantier, mais qui s'adaptent très bien en usine, où il y a des temps de séchage, etc. Donc, vous allez chercher des matériaux beaucoup plus variés, possiblement des matériaux locaux, y compris en Île-de-France. Hein, ça marche aussi, il y a des usines en Île-de-France. Et puis, en cheminant comme ça, vous permettez d'aller construire un dispositif local avec des industriels, des entreprises et des compagnons. Quelques exemples d'opérations emblématiques. Vous deviez en citer 2 ou 3 sur le hors-site. Il y en a un certain nombre hein, aujourd'hui, et c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire qu'on commence à avoir des vrais... Et puis, il y en a sur tous les sujets, c'est important. Alors là, on voit Hyperion, par exemple, qui est une opération... C'est à Bordeaux. La plus ancienne, elle est une des plus anciennes à Bordeaux. En bois, notamment. Elle est essentiellement en bois. Alors, ce que je n'ai pas dit, c'est que le hors-site, c'est du bois. C'est du béton bas carbone, c'est du métal aussi. Hein. L'idée, c'est d'aller chercher le meilleur matériau au meilleur endroit, pour un prix maîtrisé. C'est quand même ça l'objectif. Voilà. Alors après, sur des opérations emblématiques, il y en a à la fois de surélévation, beaucoup à Paris. Si on va en ce moment sur Paris, vous en trouvez beaucoup, portés par des bailleurs sociaux, portés par des copropriétés courageuses aussi, parce que c'est pas que simple de faire ça. Mais après, il y a des opérations de logement de bailleurs sociaux, celle-ci qui est sur Ivry, avec en rez-de-chaussée des équipements et une crèche. Enfin voilà, on a aujourd'hui la capacité de construire en hauteur, de construire aussi des petits éléments. On peut en fait tout faire avec le hors-site, ce qui ne veut pas dire qu'il faut tout faire avec le hors-site. Comment réconcilier ? Vous dites réenchanter. Comment réenchanter avec l'acte de construire ? Ce qui est assez fabuleux avec l'acte de construire, c'est que je vais reprendre une image qui a été d'ailleurs développée par le président du CNOA, de l'Ordre des architectes, qui dit avant, pour tracer un mur, on faisait 2 traits. Aujourd'hui, on se demande ce qu'on met dans ces 2 traits. Ça vous dit en fait tout le changement culturel qu'il y a derrière, mais aussi l'ouverture que vous avez. Vous allez mettre quoi ? Et en fonction de ce matériau, vous transformez la structure du bâtiment. Et c'est ça qui est intelligent. Autrement dit, on remet d'ailleurs à cette occasion la conception vraiment au cœur du débat. Il y a besoin de mettre tout le monde autour de la table, le maître d'ouvrage, le concepteur, l'industriel, les bureaux d'études, tout ça pour aller chercher la solution la plus intelligente, mais avec plein de matériaux. Donc vous passez en gros du 2D au 3D là aussi en termes de réflexion. Complètement. Stéphane, les enjeux, le foncier. Comment maîtriser, comment éviter la surenchère et maîtriser les prix, le foncier. Alors, la question du foncier aujourd'hui, elle est cruciale. On est dans un pays qui culturellement considère que le foncier est illimité. Nous avons des vastes espaces, le plateau des 1000 vaches. Quand on regarde nos amis des Pays-Bas, qui savent que le foncier est une denrée rare, ils ont vraiment une autre approche par rapport à cette question, notamment de l'accès au foncier, mais aussi du rapport entre le bien public et le bien privé. Aujourd'hui, on a beaucoup de systèmes qui naissent. Je vais prendre par exemple le bail réel solidaire,
qui s'est développé dans le Pays Basque, à Rennes, dans les Hauts-de-France, et qui depuis 3-4 ans débarque aussi en Île-de-France, qui permet... Dissociation du foncier du bâti, Exactement. on n'est pas totalement propriétaire, ça se développe vraiment. Ça se développe vraiment, c'est un outil puissant, ça permet d'avoir des logements 30% moins chers. On a un acteur public qui reste propriétaire du terrain, de la terre, éternellement, et on est soi-même pleinement propriétaire de son logement que l'on va pouvoir revendre dans des conditions qui sont définies à l'avance. Donc on est totalement propriétaire et habitant. Ces dispositifs, je cite celui-ci, et en fait toute une palette de dispositifs, ça fait partie de ces dispositifs qui vont permettre à la fois d'accéder au foncier, mais aussi de penser le recyclage de la ville sur la ville. C'est une de nos grandes difficultés aujourd'hui. On arrête, Grand Paris Aménagement, il y a encore 10 ans, acheter des champs, construisait des quartiers en extension urbaine. C'est fini. C'est fini d'abord parce que c'est pas ça la ville. Profondément. Aujourd'hui, quand on intervient dans le centre-ville de Villiers-le-Bel, de Villeneuve-Saint-Georges, à Meudon, à Neuilly-sur-Marne, on intervient d'abord dans un respect du déjà là. Et c'est quelque chose qui est important. Mais ce foncier, il existe. En réalité, il existe, et toute la question, c'est quelle valeur, au pluriel, on donne à ce foncier. Une valeur monétaire, certes, mais aussi pour quels usages. Et comment est-ce que finalement tous les projets immobiliers vont contribuer à un acte qui est un acte de société. Ce n'est pas simplement une transaction entre deux personnes à un instant T. Et c'est d'ailleurs une des fiertés de celles et ceux qui participent à la fabrique de la ville, qu'ils soient acteurs publics ou privés, c'est que les actes, nos décisions vont rester là pendant 30, 40 ans, un siècle. Donc il y a une forme de responsabilité dans ce que nous faisons. Pour les générations futures. Exactement. Évidemment. Est-ce que l'on va passer, Céline, d'un urbanisme de construction à un urbanisme de transformation ? Moi, je crois que c'est ça l'avenir, hein, clairement. Et je pense que le hors-site est un élément qui va permettre ce passage, y compris d'ailleurs sur l'atteinte des objectifs seuil 2028 sur la RE. Je pense que là, aujourd'hui, à part le hors-site, on ne sait pas bien répondre. RE, réglementation environnementale. Réglementation environnementale, merci. Donc à échéance 2028, là-dessus, il faut arriver à y mettre du biosourcé, un certain nombre d'éléments, mais surtout une conception hors-site, elle commence par réduire la quantité de matière que vous y mettez, parce que vous avez un raisonnement pas différent d'Haussmann, juste pour revenir sur des choses qui existent et qui parlent à tout le monde. Voilà, donc de fait, hein, c'est une manière d'aller chercher ça, et puis d'aller chercher le fait de réinterroger le fait que si on est sur des éléments préfabriqués, on peut les démonter, possiblement. Si on est sur, par exemple, du poteau-poutre, donc là, il faut imaginer simplement un plancher libre de tout usage. Aujourd'hui, quelqu'un qui construit, je ne suis pas sûre en région parisienne s'il est capable de dire si pendant 50 ans, ça va être le même usage. Là, cette intervention-là permet de dire, au moins pendant les 20 prochaines années, je comprends qu'il y a un besoin de bureaux, et peut-être qu'après, il y aura de la transformation en logement, et peut-être qu'après, il y aura d'autres choses, parce que vous pouvez transformer l'espace avec une approche... Sur les normes environnementales, certains disent il y en a trop, ça pénalise, économiquement on ne peut pas, ce sont des nouveaux modèles. Tous les deux, il faut aller plus loin, il faut être exemplaire dans le domaine quand on veut produire maintenant aujourd'hui avec des nouveaux modèles, où il faut être à l'écoute et se dire si on ne peut pas peut-être mettre une pause, Stéphane. Alors il y a deux choses. Il y a la trajectoire que nous nous sommes fixés. En matière de carbone, mais le carbone est l'arbre qui cache la forêt. L'enjeu, c'est l'usage. Je parlais tout à l'heure de canicule, je parlais de confort d'été. Si on ne traite pas ces questions-là, on a des gens qui n'arriveront pas à vivre là où ils habitent. Donc on a ces enjeux-là. Après, la question, elle est, est-ce que tous les critères sont au même niveau ? Ma conviction personnelle, c'est qu'aujourd'hui, le frein numéro 1, il n'est pas tellement dans l'ambition que nous avons, mais parfois dans la manière dont elle est traduite en normes. Et nous avons parfois des exigences qui sont contradictoires. Où on va prescrire une solution plutôt que répondre à un objectif. Et de ce point de vue-là, il y a sans doute un nettoyage, un affinage, non pas pour abandonner l'objectif, mais pour le faire avec intelligence. Et puis, l'autre point qui est majeur, c'est la taille des logements. On est dans un paradoxe complet. La taille des logements a fait plus que doubler, alors que dans le même temps, les familles sont passées de 3 personnes à 2,1 personnes en moyenne.
Et aujourd'hui, la proportion de T4, T5, T6, c'est-à-dire des très grands logements, n'a fait qu'augmenter depuis 20 ans. Il y a globalement, on produit des choses qui ne servent pas, en tout cas aux personnes que l'on vise en premier temps. Et notamment quand il n'y a pas d'acquéreur, et je crois que c'est ce que vous préconisez à Grand Paris Aménagement, de revoir justement ces tailles et de pouvoir les transformer éventuellement en logements plus petits, ceux qui sont en cours de conception. Sur justement ce qu'évoquait Stéphane, votre avis Céline, sur peut-être les freins aussi, on parlait des riverains, mais il y a aussi des actes, des politiques, on va arriver au municipal, d'où viennent ces freins et comment embarquer tout le monde. Il ne suffit plus d'arriver et de dire on va construire, on a besoin de mètres carrés pour construire des logements, on a besoin de tout le monde, des acteurs économiques, des élus bien sûr, des habitants, des associations. Je pense qu'il y a 2 freins majeurs. Il y a un frein culturel. Les Allemands, ils produisent 20% de leur construction hors site parce qu'ils ont compris que c'était qualitatif. Donc déjà, quand on aura réalisé ça, on fera 1 x 4 assez simplement. Après, la vraie question, c'est la courbe d'apprentissage des acteurs. C'est-à-dire que oui, aujourd'hui, on a tous en tête les freins et on a tous des arguments là-dessus. Mais en gros, il faut plonger, il faut y aller, quoi. C'est un peu ça le sujet. C'est-à-dire qu'on apprend en marchant. C'est une vraie évolution de pratique, le hors-site. Vous raisonnez autrement, vous travaillez autrement, vous travaillez avec les autres autrement, votre valeur ajoutée n'est plus tout à fait la même, c'est tout ça qui est un peu compliqué. Vous demandez à une filière qui est plutôt segmentée d'apprendre à travailler radicalement autrement. Donc pour moi, le premier frein, il est d'abord et avant tout dans l'organisation de la chaîne de valeur et il faut accompagner. S'il y a quelque chose à demander à l'État, c'est plutôt là-dessus, c'est-à-dire d'accompagner et ne pas lâcher l'objectif, c'est-à-dire et travailler sur l'intelligence collective. C'est ça qu'on est en train de dire. Les solutions, on va les trouver, mais on va les trouver en pratiquant. Plus de formation aussi, c'est ce que vous demandez. Plus de formation, plus d'outils, peut-être quelques évolutions réglementaires. Les règles n'ont pas toujours été réfléchies pour le hors-site, donc on peut les adapter. Et puis il y a de l'innovation et il faut accélérer l'innovation, c'est-à-dire que effectivement là, il faut partager, mutualiser, faire en sorte que ce qui a été bien réfléchi à droite profite à l'ensemble des acteurs. Stéphane, quelques opérations emblématiques menées par Grand Paris Aménagement pour concrètement avoir en tête ces opérations. On a des opérations qui sont extrêmement diverses. Prendre Clichy-sous-Bois. Oui. Clichy-sous-Bois, tristement célèbre pour des émeutes urbaines il y a quelque temps. Clichy-sous-Bois qui est en train de renaître. Alors, à la fois par notre intervention en tant qu'aménageur aux côtés de la ville, mais aussi parce que tous les pouvoirs publics se sont mobilisés. L'ANRU, en tout premier, l'établissement public foncier d'Île-de-France, la Société des grands projets, avec le métro du Grand Paris Express qui va desservir cette zone qui longtemps a été mal accessible. À l'autre bout du spectre, nous travaillons à Meudon. Pas tout à fait le même contexte, sur un ancien site de l'État qui est en train de se transformer, ancien site militaire qui va devenir un quartier et aussi de l'espace naturel à la jonction entre la forêt de Meudon et le centre-ville. Neuilly-sur-Marne, où nous transformons un ancien hôpital psychiatrique, hôpital de Maison-Blanche, qui a été un des lieux de l'histoire de la psychiatrie avec l'hôpital de Ville-Évrard voisins, ou encore des opérations que nous menons à Corbeil-Essonnes. D'ailleurs, sur les Tarterets, le président de la République, il y a quelques semaines, a annoncé que c'était un des quartiers de demain sur lequel il y a toute une consultation architecturale qui est en train d'être menée. Bref, des territoires extrêmement différents, extrêmement variés, et d'ailleurs même hors Île-de-France, puisque nous accompagnons des collectivités, je pense par exemple à Saint-Dizier en Haute-Marne, également pour les aider à mener à bien leurs projets, c'est-à-dire finalement incarner une vision politique de la transformation pour du mieux pour leur ville. Et je dois dire que je vois énormément d'élus qui construisent, qui veulent transformer en mieux. Ah, des maires bâtisseurs. Oui, et il y en a beaucoup. Battus, en tout cas on l'espère. Non, je dirais même, moi le retour d'expérience que j'en ai, c'est que la plupart des maires bâtisseurs qui ont une vision finalement de la transformation de leur ville sont plutôt des maires qui restent. Prenons André Santini. Oui. Prenons Laurent Catala. Il y a Perret à Rennes, tout à fait. Par exemple. Oui. Et moi, je suis très en faux par rapport au discours ambiant qui dit que les maires ne veulent pas. Non, l'acte de construire est compliqué. Les maires ont besoin d'être accompagnés
que ça soit par leurs équipes, par des aménageurs, par les services de l'État, par l'ensemble des acteurs et des sachants, pour mettre en œuvre une vision politique qu'ils ont et sur laquelle ils sont par définition légitimes, puisqu'ils ont l'onction du suffrage universel. Il faut les aider, en tout cas. Il faut les aider, il faut les outiller, c'est notre rôle. Nous et les aménageurs en général, Grand Paris Aménagement n'est pas seul, heureusement d'ailleurs, dans cette tâche. Mais juste pour donner un chiffre, dans les 3 dernières années, nous avons 30 maires qui nous ont sollicité pour engager 2 nouvelles opérations d'aménagement. Donc, dire que les maires ne veulent pas construire, ne veulent pas transformer en mieux leur ville, c'est pas la réalité du quotidien, même s'il y en a certains, et peut-être que certains aussi parce que la réalité de leur ville est qu'il y a peut-être eu trop de choses avant, etc. Le maire est quand même le mieux placé pour savoir ce qui est bon pour sa ville, puis surtout, il est légitime. Céline, oui, justement, pour rebondir. Moi, ce que j'observe, c'est qu'il y a plusieurs établissements publics d'aménagement sur l'Île-de-France qui se sont mis hors site, notamment sur le plateau de Saclay. Il y a des très belles opérations qui sont sorties. Les PAMSA y est, PAMARN évidemment. Enfin, je pense qu'il y a aujourd'hui là un outillage qui est en train de se structurer et qui est capable d'aller aider les élus dans leur approche. C'est ça qui est important. C'est-à-dire qu'encore une fois, c'est un exercice systémique dans lequel on est. Aujourd'hui, je pense que les solutions, on va les trouver ensemble. Et les élus ont donc besoin d'avoir des acteurs, de même des architectes qui aujourd'hui, de plus en plus, sont en capacité de faire des propositions de cette nature-là. Mais ça se structure, en tout cas le hors-site, puisqu'il y a des chartes qui sont mises en place. Oui. Avec qui, alors, justement, ces chartes ? Ce sont des chartes qui veulent donner de la visibilité aux industriels. C'est ça l'idée. Donc, il y a 10 acteurs de donneurs d'ordre, des donneurs d'ordre de poids, donc en Paris Aménagement, dont SNCF Immobilier, dont RATP, etc. Immobilier, enfin, des acteurs. Ils sont nombreux, il y a ADP, il y a CDC Habitat, etc., qui ont dit à horizon 2031, 50% de notre production se fera en hors-site. Donc ça permet là de donner de la visibilité, c'est l'objectif, mais aussi de donner à voir aux autres qu'il y a un mouvement qui est à l'œuvre, qu'il y a des acteurs qui croient en la capacité d'évolution de la construction. Je pense que c'est un double message et qui est intéressant. Voilà. Donc, petit à petit, la filière se structure. Elle est d'ailleurs, moi c'est souvent une question qu'on me pose, mais est-ce qu'elle existe, cette filière ? La réponse est oui, y compris en Île-de-France. C'est-à-dire qu'il y a y compris des industriels en Île-de-France qui sont capables d'intervenir sur des opérations de construction. Voilà, donc elle existe. Il faut arriver à ce que chacun se trouve dans cet nouvel exercice, c'est plutôt ça. Et donc que les élus comprennent ce qu'ils peuvent attendre du hors-site, fassent leur choix. Je crois que c'était dit tout à l'heure, mais il y a une question de priorisation des choix qui est importante de la part des maîtres d'ouvrage et des porteurs de projets. Et puis ensuite, qu'ils, petit à petit, fassent venir autour d'eux les acteurs qui sont sur place et qui sont prêts. Le mouvement est en marche. En tout cas, merci beaucoup à tous les deux, à la fois pour vos éclairages, vos visions, à la fois sur le hors-site et puis les opérations menées par Grand Paris Aménagement. Stéphane Defaille, merci beaucoup. Merci beaucoup. Céline Beaujolin, merci infiniment. Merci. Et à très bientôt pour une prochaine émission de Figaro Immo.